pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ernest Renan, et en particulier, j'avais survolé mon parcours scientifique du lycée Carnot de Tunis à l'Académie bulgare des sciences. Je voulais parler aussi des prix Nobel que j'ai rencontrés à l'occasion de ma carrière, mais j'avais eu les yeux plus gros que le ventre, et finalement j'avais largement dépassé 1h30 et j'ai pas eu le temps très peu de parler des prix Nobel. Maintenant je vais parler uniquement de ça, en me référant à ma carrière uniquement quand c'est nécessaire pour l'intelligence du sujet. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Alors pourquoi avoir finalement fait ce petit travail sur les prix Nobel? Quel est l'intérêt pour nous et pour toi, surtout pour toi? Ben, l'intérêt, c'est comment dirais-je, au crépuscule de ma vie, j'ai envie de, comment dirais-je, de me remémorer un peu mes souvenirs. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la dernière fois, pris par l'élan de mon sujet, j'ai commencé par ma naissance, qui a été très difficile, la bombe qui a failli me tuer pendant la guerre, etc. Donc, voilà, c'est simplement parce que je ne sais pas. Si vous permettez, j'attire une grande importance à ce que j'appelle la mémoire émotive. C'est-à-dire, on se souvient de quoi? On se souvient des faits inhabituels, des personnalités rencontrées. Alors c'est sûr qu'une rencontre de gens avec un lauréat du prix Nobel, c'est plus important qu'avec un copropriétaire je peux dire. Voilà, et Dieu sait s'ils ont Et moi, dans mes mémoires, j'écris un peu mes souvenirs. C'est pas la vie quotidienne, c'est les vacances, les rencontres inopinées, le vieux tonton qui arrive qu'on n'a pas vu, le tonton qui rentre de la guerre d'Algérie. Ah, voilà. Ça m'a... bon, voilà. Donc j'appuie. Oui, parce que moi, si tu veux, ce qui me semblait intéressant, mais bon, on dira si... Alors, j'apprécie d'autant plus les quelques personnes qui sont quand même venues m'écouter que j'ai de la concurrence ce soir, comme je l'ai dit, puisqu'il y a Éric Zemmour contre Valérie Pécresse. Ah oui, mais c'est à 20h, hein. C'est à 20h30. Ou 20h30. Non, mais je compte bien faire les deux. Hein. Marouani et Zemmour Pécresse. Ok. Donc, d'où l'intérêt d'aller vite. Bon, alors moi, ce que je voulais dire comme c'est quelque chose, avant que tu commences, donc est-ce que tu vas nous parler de cette rencontre avec ces prix Nobel et du travail qu'ils ont fait, c'est-à-dire les découvertes qu'ils ont parce fait? que si je fais ça, il y en a qui n'en fait pas. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est quand même que tu dises 2-3 choses quand même sur ce qu'ils ont fait, parce que sinon ça Évidemment, présente au plus que chaque fois que j'évoquerai un prix Nobel, je dirai pourquoi il a eu le prix Nobel. Mais si je me lance dans les détails, je préfère les anecdotes croustillantes, tu comprends? Oui, mais bon, ça ne présente pas forcément l'intérêt pour tout le monde, ça c'est peut-être intéressant. Laisse-moi faire. Laissez-le parler. Vas-y. Nadia, là, tu m'as déjà piqué 10 minutes de mon temps. D'accord, non, vas-y, excuse-moi. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, le premier prix Nobel que j'ai rencontré dans ma carrière, il n'était pas prix Nobel à l'époque d'ailleurs, c'était Alfred Kastler. J'étais arrivé à Paris en 1956, l'année du Sputnik, et j'avais fait le grand certificat de chimie générale, qui comprenait toute la chimie, minérale, organique et tout le reste. Voilà. Et l'année d'après, j'ai fait le grand certificat de physique générale, qui comprenait toute la physique, thermodynamique, optique, comment dirais-je, magnétisme, mécanique, etc., etc. Et Alfred Kastler était professeur de thermodynamique. Et je m'en souviens, il n'y avait pas le prix Nobel à l'époque, comme un excellent professeur, parce qu'une fois, j'avais perdu mes notes. Il faut dire que la thermodynamique, ça n'a jamais été mon fort. Autant la mécanique, l'électricité, ça va, autant la thermodynamique, les concepts m'échappent. Énergie libre, énergie, je sais pas, enfin bon, bref. Et alors, il était tellement clair qu'une fois rentrant à mon hôtel, j'habitais dans l'hôtel du Café Latin à l'époque, j'avais perdu mes notes, et bien j'ai réussi à les reconstituer de mémoire. Donc c'était non seulement un excellent chercheur, mais aussi, ça je le suis tout à l'heure, c'est un excellent enseignant. Il avait écrit des bouquins. Ça c'est ma première rencontre, je ne reviendrai pas là-dessus. Ma deuxième rencontre, c'est en juin 66, quand j'ai dû présenter ma thèse de doctorat d'état et sciences physiques. Je sais qu'il avait accepté, et il était déjà très connu, d'être président du jury de thèse d'une certaine Rose Marx, qui était l'une des leaders de résonance paramagnétique électronique. Alors je me suis dit, il va accepter. Je suis allé avec mon collègue et rival Philémon Cotis, le voir, au collège de France, je crois, pour lui proposer. Il était très hésitant, etc. Je me dis, merde. Bon, finalement, il a accepté, pas à cause de moi, mais parce que le travail de mon collègue et rival Philémon Cotis l'intéressait plus que le mien, puisque lui travaillait sur les états triplés. Bien. Donc, il a accepté, bon, double les lettres. Alors, à l'époque, les substances de thèse, c'était formel. C'était, je veux dire, les professeurs arrivaient avec la chaise, etc. C'est pas comme maintenant, ils arrivent en jeep, etc. C'était très entrée solennelle, sortie solennelle, c'est comme dans les tribunaux. Voilà.
Et il était là, il était président. Raymond Godel était mon patron officiel. Hubert Sfeld et puis Lefebvre, bien sûr, qui était mon patron direct. Et bon, là, j'ai été un peu vexé parce qu'il a posé des questions à Philippe Petit. J'ai dit que ce sujet l'intéressait plus que le mien. Parce que c'est les attributs. Et moi, il m'a posé des questions. Lui, il a accepté par politesse. Il n'a rien. J'aurais aimé la mention de morale. Bon, j'étais un petit peu vexé. La troisième fois que je l'ai rencontré, c'était à l'été 1973. Alors là, c'était à Turku, Finlande, la ville natale de ma femme, Maria, où le professeur Väinö-Hovi organisait un congrès dans le cadre de l'Association internationale de résonance magnétique, fondée d'ailleurs par le même Hubert Sfeld qui avait été dans le jeu. Bien. Et, bon, alors, je ne sais pas, alors, il était là, j'étais là, enfin, il y avait quelques Français, etc. Et Väinö-Hovi, comme c'est la tradition, a inventé quelques personnes au sauna, dans un grand sauna. Il n'y a pas de ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors il faut être bien sûr. Alors il y avait lui, Väinö-Hovi, son équipe, et puis quelques personnalités dont Kastler, et puis moi-même, parce que j'étais ici, ils vont se parler, les Français. Donc vous étiez tous à poil dans un sauna? Oui, on était une petite quinzaine. On était une petite quinzaine. Les anecdotes, ça vous plaît, madame? À poil, mais arrête de fantasmer, pas ça. Bon. Alors ceci étant, alors Alfred Kastler, dont j'ai appris plus tard, il était d'origine modeste, c'était un protestant alsacien, qui était assez proche de la franc-maçonnerie, mais ça je l'ai su plus tard, je ne crois pas qu'il l'ait été lui-même. Et bon, alors évidemment, comme tout protestant, de dire à poil comme ça, il était un peu gêné, il a essayé de se rapprocher de moi pour se rassurer en quelque sorte. Je suis peut-être un Français, puis il me connaissait. Bon. Alors moi, très mesquinement, j'ai exercé une petite vengeance en faisant semblant de l'ignorer. Voilà. Voilà. Bon, finalement, on est sorti du sauna, etc. Alors je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Alors ceci étant, bon, il faut dire aussi qu'Alfred Kastler, alors pourquoi il a eu le prix Nobel? Alors attention, avant lui, ceux qui avaient découvert, plutôt inventé, le laser, je crois que les Américains, des Britanniques, je sais qu'il y avait plusieurs, ont eu le prix Nobel pour la découverte du laser. Il était trois, je crois. Et on s'est dit, comment se fait-il qu'Alfred Kastler n'ait pas eu? Parce que c'est lui qui a mis au point le pompage optique, qui est à la base du laser. Le pompage optique, c'est basé sur l'inversion des populations, qui ne suit plus la loi de Boltzmann. Hein. C'est-à-dire que la haute température est plus peuplée que la basse température. C'est l'inverse. C'est ça qui permet, on ne peut pas rentrer dans les détails, le laser. C'est lui, Alfred Kastler, professeur à l'école normale supérieure, qui avait mis au point la technique du pompage optique qui a été utilisée par d'autres. On s'est dit, c'est pas juste. Il n'a pas, alors c'est encore anti-français, etc. Bon. Et finalement, il l'a eu quand même, mais 2 ou 3 ans plus tard, mais tout seul. Alors que ceux qui ont découvert le laser avant lui, lui, il l'a eu tout seul. Ah voilà, injustice réparée. Et puis on s'est dit, c'est quand même pas juste, parce qu'il y en avait 2 qui ont travaillé avec lui. Claude Cohen-Tanouji, qui est un juif d'Algérie, et Serge Haroche, qui est un juif du Maroc. On s'était dit, pourquoi ils ne l'ont pas eu aussi? Bon, alors, rebelote, 2 ou 3 ans plus tard, Claude Cohen-Tanouji, là, lui aussi avec 2 ou 3 autres, mais pas pour ça. Parce qu'il a été, l'initiateur d'une technique qui consiste à piéger un atome entre des faisceaux laser. Hein, à le maintenir presque au zéro absolu. Et ça, c'est la base. La base. Enfin, c'est la base. C'était une étape vers la fusion thermonucléaire contrôlée. Alors que c'est pas rien. Il a été Nobel. Et puis c'est un excellent enseignant, il a écrit des bouquins, etc. Et Serge Haroche, alors on s'est dit pourquoi pas Serge Haroche aussi. Bon, il a eu aussi plus tard. Alors aujourd'hui, je crois que Nicolas Tagu est à la retraite. Serge Haroche, il a été nommé secrétaire général du Collège de France. Je les tous rencontrés, mais enfin, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Bon. Alors, ceci étant, je veux quand même faire une blague. Quand je suis invité par mes collègues en Tunisie pour des conférences, on a fait à Tunis, à Villa, je leur souris dans la voiture. Il y a un juif d'Algérie que je connais, il y a un juif du Maroc, il manque un juif de Tunisie. Je vais mon regard. Et je me dis que mes derniers travaux, pas ce que j'ai fait dans le temps, qui était ballot, mais mes derniers travaux sur l'électron de Dirac, sur une théorie quantique de l'évolution de l'univers, pourraient un jour m'apporter un prix important. Alors je me dis peut-être qu'ils vont, la politique ça joue, peut-être qu'ils vont se dire, en réalité le prix Nobel scientifique, enfin dans les censures, c'est pas de la politique.
Les prix Nobel de la paix, alors c'est toujours politique. Par exemple, Barack Obama, on se demande pourquoi il a eu. Il venait d'être élu président des États-Unis, le prix Nobel, pourquoi il n'a rien fait entre temps? Parce qu'il a été bêtiste. Il y a eu pire, il y a eu Johnson, le président américain. Oui, mais enfin, lui. Fin à la guerre du Vietnam, Ah, non, mais attends. il a eu le prix Nobel de la paix. Absolument. C'était la paix armée. Non, mais c'est Nixon qui avait fait la guerre du Vietnam. Johnson n'a fait que poursuivre son œuvre. Oui. Donc, non, précédé. comment? Précédé. Johnson, c'était avant Nixon. Oui. Non, Johnson a succédé à Nixon quand Nixon a été destitué. Non, c'est Ford. Non, c'est fort. Bien sûr. Johnson, Oui, c'était le vice-président de Kennedy. C'est Kennedy, Johnson, Nixon, Ford. Ah, d'accord. Oui, c'est Ford qui a choisi. Enfin, peu importe. Ceci étant, le prix Nobel de la paix, c'est politique. Bon, il y a des gens qui l'ont demandé pourquoi. Le prix Nobel de littérature, un peu moins, mais quand même. Alors, Albert Camus, il a eu avant Jean-Paul Sartre. Du coup, Jean-Paul Sartre est offusqué. Et il a dit je refuse, c'est le seul qui a refusé le prix Nobel de littérature. Mais en sciences, c'est quand même pas politique. Il n'y a rien à faire. Alors, la Tunisie a eu un prix Nobel de la paix, mais ce n'était pas quoi. Un prix Nobel scientifique. C'était à l'époque des printemps arabes. Parce que c'est en Tunisie qu'a été initié le printemps arabe, c'est la révolution, etc. C'est une association qui est comme moi. C'est pas encore terminé, hein, c'est ton jamais. Alors, je blague. Bon, il faut un peu blaguer quand même. Enfin, quels sont les critères justement pour être mobilisé? Est-ce que tu Si peux tu nous me dire? lances là-dedans, je vais en parler pendant la discussion. Non, mais il y a 2-3 minutes, rapidement. L'un des critères pour être mobilisé, c'est de ne pas être français catholique. Faut être protestant. Non. Non, tu peux être catholique, mais pas français. Pourquoi? Parce que. La révocation des dimanches. Alors, je t'explique. Elle pose la question. Moi, j'ai eu des relations avec la Suède, avec la Bulgarie et avec tous les pays du monde. Une fois, j'étais en Suède. J'étais invité par le professeur Per-Olof Löfding, membre du comité Nobel de physique, et qui a 2 bras droits. Un, j'ai oublié le nom, d'origine hongroise, je ne sais pas quoi, et l'autre qui s'appelle Jean-Louis Calais. Alors, en discutant, j'ai dit à Jean-Luc Calais, il parlait français avec un accent bourguignon quand même. J'ai dit, vous parlez bien français, ça. Vous parlez bien suédois, c'est pas longtemps que vous êtes en Suède? Il m'a regardé. Il m'a dit, mais ça fait 400 ans qu'on y est, nous. C'est vous qui nous avez chassés. Peut-être à cause de mon nom, il m'a pris pour un Italien ou pour un catholique fervent. Écoutez, moi-même, j'ai dû quitter l'Afrique du Nord parce qu'on nous a abandonnés, etc. Alors après, on a sympathisé. Moi aussi, j'avais été trahi. Bref, moi je dis qu'il y a beaucoup de protestants français qui ont dû quitter la France après la révocation des Dits de Nantes et qui sont allés en Suisse, en Allemagne, ensuite en Allemagne, en Hollande, en Suède. Et je pense, j'ai quelques indices qui me font penser qu'il y a une sorte de cabale anti-franco-catholique au comité Nobel de Stockholm. Voilà, alors prends par exemple Luc Montagnier. Luc Montagnier, à ma connaissance, il est catholique. Alors, il n'était pas question de Nobel, évidemment. Il fait partie de l'engeance ennemie qui a persécuté les malheureux protestants et les objets de partir. Bon. Mais quand même, il y a eu un moment entre Gallo aux États-Unis et lui, il y a eu une controverse. Finalement, même Gallo a reconnu que c'était quand même Montagnier qui avait découvert le virus du sida. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a trouvé une astuce quand même. C'est donner le prix Nobel à Montagnier, mais conjointement à Madame Barré-Sénussi. Or, Barré, c'est un nom protestant, Sénussi, c'est un nom israélite. Non, voilà. C'est pas vraiment lui qui l'a eu, c'est sa collaboratrice. Voilà. Et alors, si tu regardes tous les prix Nobel, Kastler, j'ai dit qu'il était protestant, Néel qui a découvert qui a élucidé le magnétisme, qui était protestant. Bref, tu fais la liste, ils sont tous en général protestants, parfois juifs, même musulmans aux États-Unis, ou catholiques, mais pas français. Par exemple, lui de Broglie, et on sait bien qu'il est d'une origine aristocratique italienne, etc. Enfin, bref, ça c'est mon idée à moi. Mais il y a des critères plus sérieux. Pour avoir le prix Nobel, il faut avoir inventé un gadget qui marche, mais qui a une explication profonde et qui serve à quelque chose. Alors je vais en parler. Louis de Broglie, il a découvert les ondes de matière. Bien. Mais les ondes de matière, bon, quand il les a découvertes, il a eu sa thèse avec mention, etc. Puis il était allé voir son frère Maurice de Broglie, qui avait un laboratoire d'électronique auprès de l'Académie des sciences. Il faut savoir que Louis de Broglie était prince. Et son frère Maurice était duc,
Louis était prince de Duc. Lorsque Maurice est mort, il est devenu duc lui-même. Ils avaient un château familial en Normandie. Et tout l'argent qu'il avait du prix Nobel, il s'est acheté une villa qu'il a offerte ensuite à la fondation Louis de Broglie. Et il est allé voir son frère Maurice, il lui a dit, est-ce que tu pourrais faire une... Maurice lui a dit, petit frère, t'as vu ta thèse, ça s'est très bien passé, enfin, va te reposer dans le château familial, etc. On prend au sérieux. Les Américains, Davison et Germer se sont dit, mais tiens, il y a un petit Français qui a découvert ça. Ils ont fait la manip, ils ont découvert la diffraction des électrons et ça a mené au microscope électronique. Donc c'est une idée géniale qui a une application et qui a quelque chose qui marche. C'est comme l'effet Max-Bauer. L'effet Max-Bauer, c'est un jeune étudiant en médecine allemand qui a découvert un truc qui n'avait pas l'air de coller. Au lieu de dire bah, c'est une erreur, je ne vais pas en parler à mon patron, il va me dire tu fais décoller. Il a dit il y a quelque chose. Il a essayé d'expliquer. Il a expliqué. 2 ans après, il y avait un congrès Max-Bauer à Saclay. 3 ans après, il avait le prix Nobel. Et l'effet Max-Bauer permet d'étudier la structure des matériaux, des métaux, des alliages, et même de vérifier la relativité générale en laboratoire. Enfin, écoute, là, tu m'entraînes, tu vois, dans des trucs. Et c'est vachement intéressant. Oui, mais ça prend beaucoup de temps, j'ai plein de choses à dire. Alors, Louis de Broglie, bon, la première Et de fois... toute façon, ça donne, ça donne quand même à réfléchir sur finalement le travail qui est fourni par des Français, des scientifiques, des grands scientifiques. On va en parler Et dans la finalement, discussion suivante. On en sortira oui, pas. voilà, et finalement, ben, Ça, c'est c'est les la- Américains pour qui 2 heures. s'approprient. Enfin, je trouve que c'est incroyable. Hein. Bon, alors Louis de Broglie, bien. Alors la première fois, je t'ai dit que j'ai commencé par chimie générale, ensuite physique générale, c'est là que j'ai rencontré Caster, ensuite les maths, je suis passé du concret à l'abstrait, c'était ma idéologie. Bien. Et là, j'étais à l'Institut Henri Poincaré, où Louis de Broglie avait un bureau et il donnait des cours. Il y a toute une histoire là-dessus, hein, parce que Louis de Broglie, bon, il a eu le prix Nobel, mais il n'était pas considéré très au sérieux par ces petits bourgeois qui avaient pris le pouvoir sur l'établissement scientifique français. Les seuls qui le prenaient au sérieux, curieusement, c'est des communistes. Bien. Mais, je sais plus, un des Rothschild a décidé de financer un institut pour lui donner quelque chose. Alors, retour du sort, récemment, l'Institut Henri Poincaré, qui avait été fondé en partie pour donner une sorte de, comment dirais-je, de havre à Louis de Broglie, a récupéré les bureaux de l'Institut de laboratoire de chimie physique où de Broglie était personnel non grata. Voilà. Maintenant, ils le ont viré. On est à Jussieu. Bien. Alors, passons là-dessus. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, dans ces cours qu'il donnait donc, à l'Institut Henri Poincaré. Mais ensuite, bon, comme je l'ai dit, je suis allé au laboratoire, ça s'appelait à l'époque laboratoire de chimie théorique, qui avait son assise rue du Roc, je crois, enfin là où il y a l'hôpital Necker. On occupait une sorte d'appartement. Alors le patron était dans la chambre à coucher, moi j'ai partagé la cuisine avec quelqu'un d'autre. Dans le salon, il y avait 4 personnes, dont un Chinois. Enfin bref, c'était un appartement qui était occupé par ce laboratoire. Plus tard, on a été exproprié, on est allé rue du Maroc, ou alors le CNRS a racheté une chocolaterie et une fabrique de TSF pour les aider par des instruments. On est devenu le centre de mécanique ondulatoire appliquée. Alors lui de Broglie était président d'honneur du centre de mécanique ondulatoire appliquée, dont le directeur général était le professeur Raymond Dodel. Et tous les ans, Raymond Dodel aimait bien les cérémonies, comme ça. Tous les ans, après les vacances, il y avait une sorte de séance inaugurale d'ouverture du centre de mécanique ondulatoire après les vacances. Bien. Alors on faisait des conférences. Et c'est là que j'ai rencontré de Broglie. Il était à la LSI, il disait rien. Tous les ans, c'était comme ça. Et la troisième fois que je l'ai rencontré, ben, c'était parce que j'avais demandé à passer de maître de recherche à l'époque, il fallait passer devant une commission au CNRS. Le président de la commission, c'était Louis de Broglie. Je me suis dit, il est en train de sucrer les fraises, il m'écoute vaguement. Je m'attendais à des questions pointues des autres. Finalement, les autres, ils ont posé des questions. Et finalement, de Broglie dit, j'aimerais une petite question. Et il pose la question qui tue. Enfin, elle tue. J'étais très content. Il m'a demandé si les singularités que j'étudiais dans mes spectres de résonance paramagnétique des radicaux polyorientés avaient un rapport avec les singularités de Van Hoven. Je dis merde, alors là, je vais pousser parce que j'avais étudié la question. C'est lui qui l'a posée. Donc il n'était pas du tout en train de sucrer les fraises, alors que ces jeunes connards, ils se prenaient pour des malins.
Alors là, je me suis dit vraiment c'est quelqu'un de bien. Alors je suis passé évidemment maître de recherche. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, si on peut dire, c'est à ses obsèques. J'ai été invité donc à l'église par la fondation Louis de Broglie, dont je faisais partie, et qui était dirigée par un certain, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, qui était communiste à l'époque. Je veux dire qu'il y avait que les communistes pratiquement. Qui par la suite, il a viré complètement. Hein. Il est passé au Front National. On n'est pas le seul. Il s'appelait Lotchak. Bon. Alors là, j'ai assisté à ces obsèques. Il avait un très beau cercueil orné comme ça. Il était duc à l'époque, hein. Bon, c'est pas n'importe quoi. Et le curé a dit, et maintenant je demanderai à tous ceux qui sont baptisés de venir faire le signe de croix devant. Moi, je ne suis pas baptisé, je ne suis même pas catholique. Je me suis dit, je dois lui faire honneur. Et j'ai défilé avec les autres et fait le signe de croix devant son cercueil. J'étais presque en pleurs. C'était quelqu'un de bien. Bien. Est-ce que tu connais M. Dubreuil, professeur Dubreuil? Dubreuil, non. Non, c'était avant, une génération avant, qui est passé par mon lycée. Je suis passé par son lycée. Bon, alors je vais passer maintenant à Roald Hoffmann. Roald Hoffmann, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Menton, dans une des réunions qu'organisait le professeur Dodel dans le cadre de l'Académie internationale des sciences moléculaires quantiques. Dodel aimait bien faire des académies, il aimait bien le cinéma, les trucs au flambeau, les machins comme ça. Et alors il a eu la médaille donc, de l'Académie. Alors en sortant, on discutait un peu sur la plage à Menton. Il avait l'air de s'en foutre complètement. Et il manifestait même une certaine aigreur pour la France en général. Qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, you know John, finalement tous ces gens-là, ils ont déporté mes parents, c'était des Polonais, ils les ont déportés, ça. Ils sont allés mourir. Mais il avait l'air de s'en foutre. Alors moi j'aurais été très honoré de recevoir la médaille. Plus tard, je l'ai rencontré en Israël, alors c'est le professeur Yortler. C'était un matheux, un type très bien. Hein. Alors lui aussi, il travaillait sur la fusion thermonucléaire contrôlée. Il était président de l'Académie des sciences d'Israël, président de je ne sais plus quoi, etc. Il était invité à une sorte de Yortner Fest, de sorte de cérémonie où on honorait Yortner. Alors Yortner avait invité des tas de gens importants. Il avait invité l'ambassadeur de Pologne. Il est d'origine polonaise aussi. Et d'autres personnes. Et Hoffmann, alors, n'a pas du tout été. Pour lui, la Pologne était impardonnable. Que Yortner, d'origine polonaise comme lui, invite l'ambassadeur d'un pays qui a déporté et massacré ses parents, alors il en a voulu à mort à Yortner. Alors peut-être lui en vouloir. Non mais attends, je termine. Non mais attends, Yortner naïvement pensait qu'en invitant, parce que lui aussi il cherchait tout le monde cherche plus. Tout scientifique qui se respecte espère qu'un jour, s'il ne fait pas quelque chose de trop stupide, on va le trouver. C'est son bâton de maréchal. Bon. Alors, il espérait qu'en invitant des gens importants, en invitant l'ambassadeur de Pologne, il y a Roald Hoffmann qui avait eu le prix Nobel entre-temps. Alors, on allait le pistonner. Alors, Roald Hoffmann m'a dit, et on en est pratiquement ça que là, qui s'imagine qu'il aura le prix Nobel, et si jamais on le propose, moi je le bloquerai. Carrément. Par contre, il a été très intéressé par le petit article que j'avais écrit avec ma femme sur Science et Musique. Il était très respectueux du gars. Bizarre. Enfin bref, voilà pour Hoffmann. Alors, John Poppel, bon, alors Ce qui est marrant, c'est que tu ne commentes pas en fait. Parce que j'ai pas le temps. Oui, non, mais enfin, tu pourrais au moins dire. Non, mais le temps, franchement. Ce qui est intéressant, c'est à la limite, tu pourrais avoir d'autres séances là-dessus, au lieu de prendre le TGV et puis de vouloir tout nous dire sur tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a des choses plus intéressantes sur toi. Non, là, je dis l'essentiel. C'est intéressant. Bien sûr, c'est intéressant. Non, mais je veux te dire, là, je dis l'essentiel. Là, je dis l'essentiel. C'est intéressant de commenter aussi. Hein. Je veux dire, là, je dis l'essentiel sur un grand nombre de gens. Ouais. Bon, alors John Poppel, je ne veux pas en parler. C'est quelqu'un qui, lui, a surtout écrit des programmes très utiles pour les calculs de fonctionnement moléculaire. Et une fois, j'étais à un congrès à Montréal, congrès de chimie quantique. Alors John Poppel fait une conférence.
Et alors, il a écrit des programmes en utilisant des théories qui ont été faites. C'est des programmes extrêmement utiles, extrêmement utilisés. C'est pour ça que le prix Nobel, c'est un gadget. C'est une grande idée, mais c'est aussi un gadget. Lui, sa grande idée, ça a été de réunir les travaux d'un grand nombre de gens, de faire une sorte de, comment dire, de synthèse de tout ça pour en faire des programmes extrêmement utiles et extrêmement utilisés et qu'il vend, bien sûr, parce qu'il a fondé une société, ça lui rapporte de l'argent. Bien. Et chaque fois qu'on cite son programme, parce que si on l'utilise, il faut le citer, il faut citer toute la liste des gens qui ont contribué. C'est vraiment la galère. Alors il y avait la Perolof Lovdin que j'ai cité, qui était membre du comité de Nobel. Il l'a pris à partie, il l'a allumé, il a descendu en flamme. Il a traité de, je sais pas, de Marc Boulard, il ne parlait pas français, il parlait anglais, évidemment. Alors, en gros, ça équivaut à ça. C'est un Marc Boulard qui utilise les travaux des autres pour se faire de l'argent. En plein public. Hein, là. Non, il n'est pas tout seul. John Popel. Voilà, alors je vais passer sur John Popel. Alors Robert Mulliken, il faut savoir qu'à Chicago, il y a des quartiers, il y avait une certaine époque des quartiers où il ne fallait pas aller la nuit. Quand j'étais à Chicago pour faire des conférences, mon confrère invitant m'avait dit, il faut rentrer le soir, parce qu'il y a des noirs partout, il y a des drogués, etc. Alors, moi j'allais me promener à Chicago, j'aime bien me promener, puis alors, quand je voyais la nuit tomber, c'était comme Cendrillon. Je me dis, voilà, si je rentre après le coucher de soleil, mon carrosse va se transformer en citrouille. Il fallait que je rentre, j'aurais pu le faire avec le plus bien. Et si jamais, alors on m'a dit, si jamais tu rencontres quelqu'un qui te demande ta montre, qui demande l'heure qu'il est, tu lui donnes ta montre. Parce que là, là, il est capable de t'assommer pour te piquer ta montre. Alors l'anecdote. Alors Robert Mulliken, je l'ai rencontré encore à l'un des nombreux congrès que le professeur Dodel organisait à Menton. Un site très sympa, c'était l'époque où le dollar était au plus bas. On est allé boire un verre. Il m'a emprunté du fric parce que le dollar était tellement bas qu'il n'avait pas de quoi. Il m'a emprunté du fric, j'étais très honoré, c'était quand même. Il était quoi, un étranger, un chargé de recherche. Voilà. Et alors on m'a raconté l'anecdote qu'une fois à Robert Mulliken, alors c'est quelqu'un qui ressemble à Boris Karloff, tu sais. J'ai une photo de lui quelque part, je sais pas. Bon. Alors on raconte une anecdote, c'est qu'une fois à Chicago, il était à Chicago. Il marchait la nuit, il était distrait pour tous les Nobel, il a demandé à quelqu'un, "Do you have time, please?" C'est-à-dire qu'il est, le type terrorisé, a pris sa montre et lui a donné. Je dis, il ressemblait à Boris Karloff. Il a dû se dire que c'était un drogué dangereux. Voilà. Voilà, c'est une anecdote qu'on raconte à propos de Robert Mulliken. Qu'est-ce qu'il a fait là? L'histoire ne raconte pas. Robert Mulliken, c'est le fondateur de la théorie des orbitales moléculaires. Parce que Louis de Broglie a inventé les ondes de matière, qui ont été. Alors, il a présenté ça à des congrès, je crois, à Prague ou à Vienne. Et Eugène Wigner, dont je parlais tout à l'heure, qui était là, lui a dit, mais là où il y a onde, il y a équation d'onde. Il y avait Schrödinger qui était là, vous savez qui c'est? Il n'est pas tombé dans l'oreille. Il est rentré dans sa chambre, il s'est mis à triturer. Il a découvert ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui permet, en principe, qui pilote toutes les nuages électroniques de tous les atomes, de toutes les molécules. Encore faut-il la résoudre, c'est pas évident. Parce que c'est une équation, non pas dans le domaine réel, mais dans le domaine de phase, c'est-à-dire à n dimension. C'est-à-dire s'il y a par exemple 3 électrons, s'il y a un électron, c'est les 3 dimensions de l'espace, plus le temps, 4. Si on a n, c'est pas encore, bien qu'il soit dans l'espace réel, c'est 3n moins le nombre de, comment dirais-je, d'équations de liaison. C'est bien intégral. Non, donc, voilà, Robert Mulliken a découvert, il a proposé, il n'a pas découvert, c'est une méthodologie qu'il a mise au point, c'est la théorie des orbitales moléculaires, qui permet d'appliquer l'équation de Schrödinger à des molécules complexes. Alors qu'avant, on n'arrivait même pas à l'employer pour les atomes. Il y a des bouquins entiers sur la structure atomique, même des hydrogénoïdes. Et là, il a paru. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Et je l'ai retrouvé une fois à un congrès IPUS, qui, comme vous le savez, est financé par l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial? IPUS, ça veut dire International Conference for the Unification of Science. Alors, plus en abrégé, Église de l'unification, plus connu sous le nom du secte bleu.
Ah, la Parce qu'il faut savoir qu'au crépuscule de leur vie, beaucoup de scientifiques très brillants se disent mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ils cherchent une vocation spirituelle. Et je veux dire, ce groupe, mais d'autres, il y a également, comment dirais-je, la méditation transcendantale, il y a, comment dirais-je, il y a plein de groupes. Par exemple, Josephson, enfin, il y en a beaucoup. Au crépuscule de leur vie, ils se disent mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ils cherchent quelque chose de transcendant et nous, leur propose quelque chose de transcendant. Donc il y avait pas mal de prix Nobel dans ces réunions. Je ne connais pas du tout le mounisme. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est? Ben écoute, Rue Barreau, c'est le ministre, celui-là. Ah oui, mais attends, ils ne font pas de... Ils ne font pas de prosélytisme, parce que maintenant ils sont devenus prudents. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mounisme? Enfin, en deux mots. En deux mots, c'est une branche coréenne de l'église pentecôtiste. Voilà. Alors qui s'est spécialisée à une certaine époque dans la lutte anticommuniste, alors violente, avec en l'unification de la Corée évidemment, et puis maintenant que le communisme a disparu, il se branche sur la protection de la famille traditionnelle, etc. Il a trouvé un autre cheval de bataille. Bien. C'est pas du catholicisme pur? Non, c'est pas du sûrement pas. protestantisme non plus. C'est quoi? C'est une espèce de spiritualisme? Ben, je veux te dire, c'est une adaptation de l'église pentecôtiste à la mentalité, aux mœurs coréennes et asiatiques en général. Tu sais que Pierre Théard de Chardin avait essayé de faire ça. Il avait essayé d'acclimater le catholicisme, je veux dire, comment dirais-je, au confucianisme. Il a été désavoué par l'église catholique. Bon, alors il s'est rétracté. C'était un grand scientifique, c'était un grand théologien. Voilà. Alors les bouddhistes, ils sont allés de l'avant parce qu'ils veulent que ça soit adapté. Il ne faut pas oublier que le christianisme, c'est une forme libérale de judaïsme qui a ensuite été acclimatée aux mœurs grecques, puis aux mœurs latines, puis germaniques. Ça s'est enrichi de plusieurs apports. Et ensuite, on a dit stop, il y a eu les conciles, on a dit bon, maintenant on arrête. Et lorsque Théard de Chardin a voulu dire, ben oui, mais il y a l'Asie, c'est quand même un grand marché, on lui a dit, non, on en reste là. Voilà. Bon, bref. Alors les mounistes, ils ont fait le boulot, mais alors ils sont allés très loin. Bon, enfin, écoute, je Parce que moi, non, mais je suis d'accord, pas en train de faire une conférence théologie, on en parle pour le moment, ça ira pas. Mais comme tu nous dis qu'ils sont attirés par le mounisme, ça semble très curieux que des gens finalement... Parce qu'ils ont beaucoup d'argent aussi. Lorsqu'ils t'invitent, c'est tout frais payé, en première classe l'avion et en première classe l'hôtel. Il n'y a plus de spiritualité là, alors d'accord. Non, mais si ça va ensemble en fait. Vas-y, on continue. Non mais moi ça m'intéresse. Alors on fera une autre conférence sur la théologie de l'édification, mais je ne crois pas que ça rentre dans le cadre de philosophie. Non, on a fait une petite parenthèse. Allez, une parenthèse. Alors Mulliken, je l'ai rencontré, donc, je t'ai dit à Menton, je lui ai prêté de l'argent. On va raconter des histoires parce que je dis, c'est Boris Karloff, hein. C'est Franck Chad, pratiquement, tu le vois, d'accord. Hein. Il te demande, à Chicago, le soir, il te demande l'heure, tu lui files ta montre, sinon il risque de t'assommer. tu aurais pu nous ramener des photos, on aurait pu en voir les Mais j'avais des photos, je les ai montrées la dernière fois. Bon. Passons. Alors Lipscomb. Alors lui, c'est quelqu'un que, comment dirais-je, que j'ai connu. Alors Lipscomb, il a été le patron de plusieurs personnes, le patron de thèse de Woodward. Alors Lipscomb a eu le prix Nobel. C'est un peu comme Alfred Kastler. Lui a eu le prix Nobel, tout seul. Il y a eu deux de ses élèves, Woodward et Hoffman, qui ont eu le prix Nobel ensemble, pour des histoires de règles de symétrie dans la structure moléculaire. Alors, en gros, c'est ça. Hein, voilà. Alors moi, je l'ai invité à un congrès que j'organisais pour la retraite du professeur Boudel. Et comme j'avais un ami, à l'époque j'étais au parti radical, j'avais un ami qui connaissait le sénateur émérite de Montesquieu, ça s'en pas, qui m'a obtenu les salons présidentiels du Sénat pour organiser le banquet de clôture. Donc, c'est dommage que je n'ai pas le document que j'avais préparé. Alors, je l'avais invité, évidemment, j'avais eu un crédit des affaires étrangères quand on a inscrit première classe, etc. Et je lui avais envoyé, je lui avais fait remettre un billet d'Air France. Il m'a téléphoné, parce que les prix Nobel américains, ils ne sont pas bêcheurs pour le prix Nobel français. D'Eugène, par exemple. D'Eugène, c'est le prix Nobel. Je connaissais bien, il était un copain d'Odel, on se tutoyait presque. Quand il a eu le prix Nobel, j'ai voulu le téléphoner une fois, et j'ai eu la sous-secrétaire de son
second adjoint. Enfin, bref, tu vois, le prix Nobel. Lipscomb, quand je téléphone chez lui à Harvard, Hi John, how are you? Tout de suite. Voilà. Ils sont très méchants. Bref. Donc, alors il m'a dit gentiment, il m'a dit, écoute Jean, il m'a dit, ah, Jean, I cannot take Air France. Je dis, comment vous ne pouvez pas prendre Air France? On a le droit de payer, à l'époque c'était comme ça, on offre sur les crédits des affaires étrangères un billet de aller-retour de première classe, un prix Nobel, on est obligé de passer par Air France, la compagnie nationale. Et c'est méthode par là, ouais. Et alors il ne veut pas Air France. Je dis, pourquoi vous voulez pas Air France? Les secteurs fumeurs et les non-fumeurs ne fumaient pas ici parce qu'il y a la Ça dépend, la caméra ça va, il est Alors, faut pas toucher la table. Il ne faut pas toucher la table parce que ça va faire bouger. Il ne faut pas toucher la table, c'est tout ce qu'on te demande. Ah oui, non, mais j'avais pas réalisé. Voilà, c'est bon. Alors il me dit les secteurs fumeurs et non-fumeurs ne sont pas bien séparés sur les algorithmes. C'est vrai, parce qu'en France, on tire un rideau, etc. Alors lui, je ne supporte pas la fumée. Bon. Alors il est venu, etc. Il arrive, il faisait partie des invités d'honneur, il y avait 8 prix Nobel pour cet anniversaire, cette retraite du Sénat moderne. Le banquet s'est passé dans les salons présidentiels du Sénat, c'était pas n'importe quoi. Il y avait, je veux dire, des gens très précis, bien. Et alors, alors finalement, j'ai réussi à obtenir pour lui spécialement un billet, je ne sais plus quoi, d'un Canada. Alors je vais chercher à l'hôtel. En voiture. Il y a une jeune fille qui vient me voir, qui était là, elle était là en train de m'attendre. Alors je la regarde, elle fait, are you Professor Mulroney? Je dis, ah yes. Alors je lui dis, je traduis en français, ah vous êtes peut-être la fille du professeur Lipscomb? Ou la petite, j'aurais pu dire la petite fille d'ailleurs. Elle dit, ah non, I'm his wife. Bon, heureusement. Bien. On n'est pas le seul. Hein. Tu vas me dire que Marine Le Pen s'est amourachée de Jordan Bardella qui a 35 ans de moins qu'elle. Éric Zemmour, il s'est amouraché d'une certaine Sarah Clafo qui a 35 ans de moins que lui. Et ils ne sont pas les seuls. Quand à notre président, on dit qu'elle a épousé sa mère. Voilà. Il ne faudra pas être politique. Moi j'aime bien Brigitte, arrête. Bon, ben voilà. Donc ceci étant, alors heureusement que je me suis retrouvé une très jolie américaine, Sven, elle a peut-être 25 ans, lui il doit avoir 65 ans. C'est ça. Alors, j'organise à l'hôtel Concordia la veille du congrès, avec ceux qui étaient là, ils étaient une petite cinquantaine. En tout, il y en avait quand même plus de 200. Là, il y avait une petite cinquantaine. J'organise un divertissement musical où Maria était présente et j'avais trouvé 2 autres, des violonistes, etc. Et il y avait une certaine Annuré, notre ami Didier Boulot, il se connaît bien. Hein, c'est une bonne bourgeoise, divorcée, qui a 3 garçons, qui a du bien, comme on dit. Voilà. Et elle m'a dit, quand elle a vu ça, quand elle a su que j'avais rien dit, tu me mettras à côté de lui. J'ai bien aimé lui faire un bébé Nobel. Un bébé Nobel. Ouais, c'était une blague. Elle voulait être à côté d'un prix Nobel. Alors elle est arrivée, je veux dire, dans tous ses atours, avec des seins visibles, un long fume-cigarette doré. Elle s'est assise à côté. Qu'est-ce que t'as contre les décolletés, toi? Voilà, attends. Et alors, regarde, c'est pas ça. Et puis elle s'est mise à lui souffler au nez en disant. Ah oui, il ne pouvait pas supporter. Elle a pensé que c'était une façon de lui dire je te veux. Bon, comme on dit. Alors, vraiment, en plein concert, je vois Lipscomb qui se lève, il sort, il claque la porte. Merde. Alors je lui dis, alors c'est des petits morceaux de musique. Une fois que, une minute après ça s'est arrêté, j'ai Maria Carré, on fait un entracte. Je suis allé voir Lipscomb qui était dans le couloir. Je lui dis, mais what do you have? Ils ont like les concerts, il n'y a pas la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la femme qui joue mal. Mais this lady doesn't stop smoking on my nose. Cette dame n'arrête pas de me souffler de sa fumée au nez. Elle ne savait pas que c'était un monsieur qui ne supporte pas la fumée. Hein? Alors, je me le sol, je suis très désolé. Il y en a 8 de prix Nobel, mais là, il était le seul pour la semaine. Je parle de prix Nobel, le seul prix Nobel qui était au concert. Alors, j'étais très désolé, j'ai dit à Rémi, ça va, on a ouvert tout ça. Au bout d'10 minutes, ça a repris.
Et à la fin, Anne Murray était très déçue, évidemment, elle n'a pas pu se faire passer le prix Nobel. Et elle a dit à Maria, ce prix Nobel, il est aussi con qu'il est intelligent. Ah, ça c'est un mot qu'elle a retenu. Voilà. Bien, voilà pour les... Il a peut-être dit qu'il n'a peut-être pas dit la fin de la phrase. Alors Pierre Gilles, alors Lipscomb, bon, il y a eu Henri Atlan, il y en a eu d'autres, voilà, bon, que je rencontre avec toi. Je ne peux pas en parler, ça serait trop long. Pierre-Gilles de Gênes, alors lui, il fait partie de l'HSP, la Haute Société Protestante, ça confirme ce que je dis. Il a eu le prix Nobel tout seul, et le comité Nobel l'a comparé au grand Newton, franchement. Alors à l'époque, j'étais au laboratoire de chimie physique, dirigé par une certaine Christiane Brunel, qui lui aussi faisait partie de la Haute Société Protestante. Très traditionnelle, je veux dire, de temps en temps j'entrais dans son bureau, on discutait de tout, de musique, de politique, elle m'aimait bien. On discutait de choses d'état et de sciences, bien sûr. Et elle a participé à la manif pour tous, elle m'a dit c'est scandaleux, c'est une bourgeoise du 16e, je veux dire, PCBG. Tu te rends compte? Elle m'a dit, vous vous rendez compte? On nous a gazé des personnes âgées respectables. Bon, ben voilà, c'est le genre de personne, très traditionnelle. Et quand De Gênes a eu le prix Nobel, alors je suis rentré dans son bureau, j'ai voulu lui annoncer la bonne nouvelle. Un Français qui a le prix Nobel. Elle était pâle, c'est catastrophique. Alors je lui ai dit, mais elle m'a dit, monsieur Marmy, entrez. Je dis, oui, j'entre, qu'est-ce qui se passe là? C'est un appareil de labo qui est à la chaîne. Vous avez vu la nouvelle? De Gênes. Mais alors, c'est une catastrophe. Alors il faut savoir que De Gênes, avec un certain Pierre Turc, qui était professeur à Paris, avait manigancé pour casser son DEA. Il avait fondé une sorte de DEA, diplôme d'études approfondies, de professeur, un programme, tout ça. Et il avait manigancé pour lui casser son DEA. Je pense que c'était sous l'instigation de Pierre Turc, qui était un bon ami de sa maîtresse, parce qu'il avait une femme et une maîtresse. Il se met à tout vent, donc tout protestant qu'il était, il se met à tout vent. Bien. Donc, Et ça, c'est avéré ou c'est spectacle? c'est connu, mais elle avait même un restaurant avancé, un restaurant de chic où tout le monde allait. Pour savoir. Comment s'appelle cette dame? J'ai oublié son nom. Enfin, bon, bref. Pierre-Gilles de Gênes était marié régulièrement, il avait eu une maîtresse, je crois qu'il avait même 6 ou 7 enfants de sa maîtresse. Elle était très sympa d'ailleurs. Bon. Et comme Pierre Turc était un grand ami de sa maîtresse, je pense que Pierre Turc a manigancé pour piquer le débat de Madame Bonnel. Alors finalement, pour en revenir à Madame Bonnel, je lui ai dit, mais enfin, écoutez, il est protestant comme vous, ça devrait vous plaire. Alors elle m'a dit, c'est la catastrophe pour nous. Il va supprimer notre laboratoire. J'ai dit, écoutez, Madame Bonnel, il est protestant comme vous, il ne va pas faire ça à une co-religionnaire. J'ai essayé de la réconforter. Elle m'a dit, vous pensez? Mais oui, non. Mais d'abord, pourquoi a-t-il eu le prix Nobel? Alors ça, c'est 3 vacheries féminines qui se sont succédées. 100 vacheries féminines. Pourquoi a-t-il eu le prix Nobel? Si personne ne le savait. Mais le sait-il lui-même? Peut-être que quelqu'un devrait le lui dire. Là, la vacherie féminine, je veux dire, dans tout sa splendeur. Bref. Petite question, pour le prix Nobel, il faut être candidat ou on vient vous chercher? Non, pour le prix Nobel, c'est le comité Nobel qui envoie tous les ans une sorte de circulaire à tous les grands professeurs titulaires de toutes les grandes universités. Madame Bonnel aussi d'ailleurs, Monsieur Dodel aussi a été comment dirais-je, contacté pour qu'il fasse des propositions. Donc tous les grands professeurs titulaires connus du monde sont contactés, ils reçoivent une circulaire, il y en a des dizaines de milliers. Le comité Nobel à Stockholm réunit tout ça, étudie, ils ont un comité, et puis ils font une liste. Voilà. Alors il y en a qui sont mobilisables en 98e position, tu comprends, etc. Voilà. Donc là, non, on se présente pas soi-même. Donc on peut désigner un copain. Ah ben bien sûr. Et le copain peut te désigner. Ça marche pas. Ça arrive souvent. Non, attends. Chacun est de l'autre. Non, C'est dans lui-même. non, attends, statistiquement, je te dis, on contacte des dizaines de milliers de personnes. Et le comité Nobel décide en toute souveraineté. Il a ses critères aussi. En dehors du prestige, qu'est-ce que ça rapporte en fait? Ça rapporte 1 million d'euros hors taxe. Ah oui, Ça vaut peut-être le coup. Hein. sur la fondation Nobel. La Fondation Nobel,
Ben, je rappelle que Nobel est celui qui a créé la dynamite, c'est celui qui a permis, en mélangeant la nitroglycérine avec une sorte d'argile, de la rendre stable. Voilà. Les bâtons de dynamite, il faut mettre une mèche, etc. Alors que la nitroglycérine, vous avez vu, ça a de la peur. Il suffit de la moindre secousse pour tout faire exploser. Donc Nobel, alors qu'il a eu beaucoup d'argent, comme il avait une femme qui le trompait avec un mathématicien, alors on dit que c'est pour ça qu'il n'a pas eu de prix Nobel de mathématiques. Il était célibataire. Mais pour le médaille. Moi j'ai entendu dire qu'il avait eu. Mais pour la médaille Fields, il n'y a pas 1 million d'euros non plus. La médaille Fields, non, la médaille c'est beaucoup moins, c'est 30 000 euros. Ah oui. La médaille Fields a été fondée parce qu'il n'y avait pas de prix Nobel en mathématiques. Mais c'est aussi prestigieux. Sur le plan du prestige, c'est pareil. Alors que le prix Templeton, qui donne plus que le prix Nobel, là c'est pas 1 million d'euros, c'est 1,1 million de livres sterling. Donc c'est beaucoup plus d'argent, mais c'est moins prestigieux parce que c'est très politique. Tu as Mère Teresa qu'il a eu, tu as, comment il s'appelle, le gars d'Orsay qui a étudié tu sais, le problème des équations de l'égalité de Bell, tu sais comment il s'appelle là? J'ai oublié ça, va me revenir. Bon, bref. C'est quoi Alain ça? Aspect, voilà, Alain Aspect. C'est américain ce prix? C'est chinois. C'est chinois. Non, suédois. Suédois. Le prix Nobel a été fondé par Alfred Nobel, un suédois qui a découvert la dynamite Ça, je le savais. et qui a mis tout son argent dans la fondation Nobel. Alors la fondation a des immeubles, elle a des actions, elle a beaucoup d'argent et c'est avec les revenus de ces placements qu'elle attribue le prix Nobel. Donc c'était pas à propos du Alors, Nobel. on a le prix, on a le voyage et l'hôtel payé, on a tout payé. Alors il y en a qui me disent même que comme tu es hébergé au Palais Royal de Stockholm et que tu es servi par une jeune Suédoise le matin pour le petit déjeuner, il y en a qui me disent que peut-être que les Suédois se disent on donne 1 million d'euros, mais enfin on va peut-être récolter un peu de semences pour avoir des prix Nobel. Le problème c'est parfois ils sont marrants puisque le prix Nobel embarque la jeune Suédoise avec lui, ce qui est arrivé avec lui de Swan. Non mais la question, Non, la question de notre participant, excuse-moi, Didier Didier, oui. C'était plutôt sur le dernier prix, parce que celui-là je pense que tu savais. Non. Ah non, tu savais pas. Moi, D'accord. j'ignorais, D'accord. oui, c'est un prix concurrent qui peut être attribué à tout le monde, parce que Mère Teresa, c'est sur le scientifique. Là aussi, il faut pas, on ne peut pas être déjà. Je sais que j'ai aucune chance dans le prix Nobel, sauf si je suis proposé. J'ai essayé de faire, comme mes travaux ont quand même une certaine orientation spirituelle. Par exemple, la théorie quantique de l'évolution biologique concilie comment dirais-je, le finalisme, je dirais presque religieux, ce qu'ils appellent l'intelligent design, et puis le déterminisme darwino, etc. J'arrive à concilier ça en faisant introduire un principe, mais de façon extrêmement sensible. Je me suis dit, comme il y a un aspect spirituel dans mes travaux, pour l'électron direct, c'est pareil. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est profondément, je veux dire, religieux au sens large. Donc, ça transparaît dans tous mes travaux scientifiques. Je me suis dit, peut-être j'ai une chance pour le prix Templeton. Et puis on m'a dit, j'ai envoyé d'ailleurs des tas de documents. On m'a dit, mais désolé, mais il faut que vous soyez proposé. Voilà. Mais le prix Nobel, c'est beaucoup plus ouvert. C'est des milliers de professeurs titulaires à travers le monde qui sont contactés, alors que là, c'est une coterie de privilégiés, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Bon, bref. Un peu comme le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, ça doit être assez politique au premier degré. c'est un aréopage. Il n'y a que les prix Nobel scientifiques qui font appel vraiment aux connaissances et aux découvertes. Il n'y a que le prix Nobel de physique, le prix Nobel de chimie, le prix Nobel de physiologie génétique, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils sont vraiment des prix Nobel purs, sauf que là encore, je te dis, il y a des critères. Mais il faut quand même être sérieux. Bon. Voilà, bref, alors j'avance un peu. Donc Pierre-Gilles de Gênes, donc la HSP, pourquoi j'en parle? Parce que alors Pierre-Gilles de Gênes, son père, était un condisciple de mon ami Pierre Godot de Garlitz, trésorier de mon association C'est moi, qui est un Tourangeau, et dont le père donc, qui était le condisciple du père de Pierre-Gilles de Gênes, était le médecin personnel d'Anatole France. C'est très connu à Tours. Ils ont une très grande villa, c'est vraiment la haute société protestante autour de Tours. Bien. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ça m'a. Une fois, j'ai une fille médecin qui est actuellement poissonne, elle s'est mariée à Tours, elle habite à Tours, et on l'avait invitée, donc,
mon vieil ami Claude Boudot-Garnier, qui est également trésorier de chez moi, au mariage, enfin, aux festivités. Et il s'était permis d'inviter une certaine, comment s'appelle-t-elle, comtesse de la Bouillerie. Il était là. Voilà, il était très gentil. Vous connaissez comtesse de la Bouillerie? Non, mais il y a deux bouilleries qui s'est illustrées dans la contre-révolution, dans le passé. Donc c'est long, c'est pas Alors ceci étant, cette comtesse de la Bouillerie, donc, qui était au mariage d'Annabelle, qui avait été invitée par Claude Boudot-Garnier, très sympathique, très simple, etc. Elle m'a invité à dîner chez elle. Alors, je suis allé avec Godot, etc. Et il y avait, comment s'appelle-t-il? Il ne faut pas que je vous dise des bêtises. Il y avait un autre prix Nobel qui était là, et qui était Yves Chauvin, voilà. Yves Chauvin, c'est l'un des rares provinciaux qui a eu le prix Nobel. L'autre, c'était Louis Néel, qui a décidé de s'installer à Grenoble, où il a fondé toute l'infrastructure du magnétisme, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau de l'industrie. Vous savez que Grenoble, c'est un haut lieu de l'industrie du magnétisme, aussi bien français qu'européen, même mondial. C'est lui qui a décidé le ferromagnétisme, l'antiferromagnétisme, le ferrimagnétisme, c'est Louis Néel. Voilà. Donc c'est lui qui a développé tout ça. On l'a invité à Paris, etc. Il dit non, je suis à Grenoble, je reste à Grenoble. L'Institut là-haut, Langevin, avec le réacteur à aucune de c'est lui. Bien. Donc, Louis Néel, donc, pourquoi je. Oui, donc, Yves Chauvin, c'est l'un des rares qui a été dans les rares provinciaux. Il y en a un autre qui est à Strasbourg, c'est Jean-Marie Lair. Voilà. Enfin, il y a aussi Alfred Kastler, non, je dis des bêtises, qui a eu Kastler, mais Kastler était à Paris. Alfred Kastler est d'origine alsacienne, mais il était à Paris. Louis Néel est allé s'installer à Grenoble, mais il était à Paris. Alors Yves Chauvin, oui, il était à Paris aussi, parce qu'il a travaillé à l'Institut français du pétrole. Il a fait des travaux extrêmement appliqués, très originaux, mais très appliqués. C'est ça que qui ont été extrêmement utiles au développement de l'industrie pétrolière. Ce n'étaient pas des grandes idées métaphysiques, ce n'était pas la cohérence quantique, mais il y avait des idées très profondes qui ont beaucoup servi à développer l'industrie pétrolière en France et dans le monde. Donc j'étais là, invité dans le manoir de la comtesse de la Bouillerie, avec Yves Chauvin à droite, Claude Baudouin à gauche et Maria, etc. Et à l'époque, j'avais un membre de mon comité d'édition qui était décédé. Je crois que c'est X-Combe, dont je viens de parler, X-Combe, le type dont je croyais que la femme était la fille. Et je cherchais quelqu'un pour le remplacer. Alors je lui ai demandé, à l'issue du repas, il est très modeste, très modeste. Il a accepté, alors il a été également dans mon comité d'édition pour la première fois. Alors j'avance un peu. Donc, alors Gerhard Herzberg. Gerhard Herzberg, c'est un spécialiste de la spectroscopie des molécules diatomiques. Il est à Ottawa. Alors lui, il travaillait très tard. Il n'y a pas de retraite là-bas. C'est pas comme en France. À 65 ans, tu prends ta retraite. Sauf si tu as eu 3 enfants. Tu as le droit d'aller jusqu'à 67 ans. Moi, j'ai eu 3 enfants. J'ai eu le droit d'aller jusqu'à 67 ans. Mais Luc Montagnier, qui n'a eu que 2 enfants, à 65 ans, il a été rayé des cadres du CNRS. Alors évidemment, il était aux États-Unis. On leur a offert quelques millions de dollars pour fonder un laboratoire, etc. Puis il est revenu. Alors lui, bon, là-bas, tant qu'il est capable, tu sais, c'est comme Dirac. Alors Paul Dirac, c'est l'équation de Dirac, c'est la mécanique quantique relativiste, c'est le spin, c'est l'antimatière, c'est tous ces trucs-là. Il y a un village dans le sud-ouest qui s'appelle Dirac. C'est encore de ces protestants qui ont quitté la France après la révocation de Dinah. Ils sont allés en Suisse, et de Suisse, ses parents sont allés en Angleterre, où Dirac est né, et c'est là qu'il a eu son prix Nobel. Mais alors lui est un peu spécial. Tout le monde pense qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, parce que vous lui posez une question, il répondait à côté de la plaque. Mais c'est un type absolument génial. Alors lui, je veux dire, un type génial. Je l'ai rencontré une fois. Je n'ai pas osé lui parler parce qu'il avait l'air d'être un extraterrestre. Alors j'ai osé parler à l'état de prix Nobel. Mais un type génial. Bien. Alors pourquoi est-ce que je parlais de Dirac? Oui, parce que dans le sud de la France, il y a ce village qui s'appelle Dirac. Attends, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'en étais à Herzberg. Dans Herzberg, je l'ai rencontré. Ah lui,
Alors, d'Irak, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. Il a eu, je sais pas, 65, 70 ans. Il est parti en Floride. Alors, en Floride, on lui a donné un poste à vie. En Floride, à vie, jusqu'à sa mort. C'est pas 65 ans, tu dégages. Ouais, ouais. Alors, Herzberg, je crois que. On met pas Pasteur à la retraite. Alors, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il continue à travailler. Tu sais qu'un bon quart des bureaux de justice sont occupés par des profs à la retraite. Mais c'est une retraite active, voilà. Après. Donc, alors, pour en revenir à Herzberg, voilà. Herzberg, alors je l'ai rencontré pour la première fois à Banff au Canada, un congrès, surtout dans des congrès. Je l'ai rencontré à Banff au Canada. Alors, lui, il était assez petit, assez rappelé. Il a fait le discours, un discours de banquier, toujours des discours de banquier très, très humoristiques, un grand sens de l'humour. Mais sa femme, c'était un masque, c'est un amour à glace. Lui était là, sa femme, c'était. Comment ça va être? Comment ils font des gosses? Je l'ai revu quelques années après, il n'avait pas son prix Nobel. Il était très connu. Je l'ai revu quelques années après, il avait son prix Nobel. Et je le vois danser avec une jeune et svelte blonde. Et d'où elle sort? Il dit, Jean, this is my new wife. Il est décédé, je pense qu'il a dû l'embarquer du palais royal de Stockholm où il est venu lui servir le petit déjeuner. Ils pensaient récolter un peu de semences Nobel et ils ont perdu leur fille pour rien. Enfin, je blague beaucoup. Hein. Voilà pour Herzberg. L'Irak, c'est DIRAC. Comment? Oui, ça s'écrit DIRAC. DIRAC. Ben, tu regardes sur Internet. Paul Adrien Marie Dirac. Alors, son vrai nom, c'est Paul-André Marie Dirac. Adrien, non? Adrien. Paul Adrien Marie Dirac, c'est ça. Paul Adrien Marie Dirac. Un nom bien français. Tu sais, il y a eu une époque où l'Allemagne avait un ministre des Finances portant un nom français, un certain Oscar Lafontaine, pendant que la France avait un ministre des Finances portant un nom allemand qui était... Non, qui était Vladimir Strauss-Kahn. Pas Vladimir. Dominique Strauss-Kahn. Au même moment, l'Allemagne avait un ministre des Finances, Oscar Lafontaine, et la France avait un ministre des Finances, Dominique Strauss-Kahn. Bon, faut le faire. Voilà, ça c'est pas de la science. Dirac, il était finalement français ou britannique ou... Comment? Ses origines étaient françaises, mais il est né en Grande-Bretagne. Qui ça? Ses parents, Dirac. Quelle était finalement sa nationalité? ses parents étaient suisses. Dirac était de nationalité britannique, puisque ses parents émigrés de Suisse calvinistes en Angleterre, pour des raisons que je ne connais pas, et lui est né en Angleterre. Et son père ne lui parlait pas Il y a la français. ville de Dirac dans le sud de la France. Mais ils sont originaires du sud-ouest. Ah ouais. Ils sont originaires du sud-ouest. Donc, alors, je passe à Jean-Marie Laine. Alors, Jean-Marie Laine, lui, il a eu un prix Nobel de chimie. Ouais. C'est un Strasbourgeois. Je l'ai connu parce que lui aussi, il a fait partie de l'un du comité d'édition. Tiens, au fait, pendant que j'y suis, puisque je parle de mes comités d'édition, j'ai édité beaucoup de livres, comme vous le savez. Alors, celui-ci, c'est mon dernier qui constitue les actes du congrès qui s'est tenu il y a 2 ans à Odessa. Ville aujourd'hui sur les mondes. C'était organisé par Alexander Glushkov. Alors, je lui envoie des mails pour savoir s'il va. Mon prochain congrès, c'est à Toruń en Pologne. C'est la ville natale de Copernic. Moi, j'aime bien les villes historiques. Et voilà. Et je n'ai pas de nouvelles. J'en ai édité une cinquantaine. Et le tout premier, je crois que je l'ai montré la dernière fois, c'était celui-là, qui est d'ailleurs préfacé par Hubert Reeves. Alors, Harry Lipscomb, tiens, la photo, et voilà, c'est Lipscomb. Alors, ça, c'est moi quand j'étais plus jeune. Et on était à l'hôtel de ville. Alors, à l'époque, j'avais fait obtenir la médaille d'or de la ville de Paris au professeur Godel. C'était encore une fois son anniversaire, son départ à la retraite, etc. Et ça, c'était la cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel de ville. La médaille d'or lui a été remise en personne par Alain de Vaquet. Alors voilà, ça c'est Alain de Vaquet. Ça c'est Raymond Godel. Et derrière, tu as des tas de solidités. Alors ça c'est Rémi Chauvin, je crois.
On va peut-être les mettre devant la caméra, qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être, voilà. Alors ça, c'était alors en haut à gauche. Oui, peut-être la mettre Attends, il directement. faut que je sache, il s'agit de moi. En haut à gauche, c'est Alain Devaquet qui remet la médaille d'or de la ville de Paris au professeur Raymond Dodel à la mairie de Paris. Voilà. Alors en haut à droite, c'est moi en train de prendre un verre avec le professeur Lipscomb. C'est celui que je suis allé chercher au thème, Ouais. la femme et de la fille. En bas à gauche, alors là c'est toute une. Etc. T'as des nouvelles de tes amis d'Odessa? Ben, j'essaie, le problème c'est qu'ils devaient envoyer la liste des gens qui devaient recevoir les actes du colloque d'Odessa qui sont. Voilà. Alors c'est préfacé par une mairie. Donc, alors, ils devaient envoyer la liste des gens qui étaient là, qui devaient recevoir en principe les actes du colloque d'Odessa qu'ils ont payé dans les droits d'inscription. Et la carte des les snaps sont très lents. J'ai cherché des prétextes. Il manquait un nom. Ouais. J'ai dit, mais enfin, je pensais que. Vraiment, c'était prêt. Ça aurait dû être envoyé la semaine dernière. Mais manque de peau. C'est Sprenger. Ils devaient envoyer la liste à Sprenger. Ils devaient envoyer ça eux-mêmes. Par votre Australie. Enfin, tous ceux qui étaient là, il y en a partout dans le monde, même en Australie. Et finalement, je pense que ça n'a pas dû être envoyé. Alors moi, je n'ai pas la liste. Je lui envoie des courriels et il ne répond pas. Bon, je n'ai pas envie d'emmerder parce que bon, alors on passe à Ilia Prigogine. Ilia. Alors, Maria. Ilia Prigogine, c'est quelqu'un d'origine russe qui est établi en Belgique, qui a eu le prix Nobel parce qu'il est le fondateur de la thermodynamique des phénomènes irréversibles. Et quand on dit thermodynamique, en fait, c'est la thermostatique. C'est des états stationnaires. Les phénomènes irréversibles, on ne sait pas que c'est juste pour évident. Il n'y a pas une véritable évolution. Il y a état initial, état final, voilà. Ilia Prigogine, c'est le fondateur de la thermodynamique des phénomènes irréversibles. C'est celui qui a expliqué qu'un système clos, dont l'entropie ne peut que croître, c'est-à-dire le désordre ne peut que croître, s'il reste clos, s'il est soumis à une action extérieure, par exemple à la lumière du soleil, peut voir son entropie décroître, c'est-à-dire son ordre augmenter. C'est le phénomène de la vie. Donc c'est lui qui en fait, premièrement, a été le fondateur des principes mathématiques, de la théorie mathématique de la thermodynamique des phénomènes irréversibles, et qui en plus a expliqué ces phénomènes bizarres qu'est la vie, enfin, au moins la partie physico-chimique. Voilà. Alors c'est quelqu'un de très simple. Pourquoi j'en parle? Parce que la première fois que je l'ai rencontré, je l'avais invité à ce colloque, justement, avec beaucoup d'autres gens. Alors la séance, toutes les séances avaient lieu au quartier latin. La séance finale, alors là, il y avait des sommités, il y avait eu Berry, il y avait Scoffenil, il y avait Lipscomb, il y avait Prigogine. Alors là, tout le panel de prix Nobel était là. La séance finale, c'était Calatol, je pense, au CNRS. Alors à la sortie, parce que le CNRS, normalement, il devait remettre une somme pour la prestation. Au départ, il y avait quelqu'un qui, puis finalement, ils m'ont dit, écoutez, on fait confiance. Ils m'ont donné plusieurs dizaines de milliers de francs. Centaines de milliers, on fait confiance, vous leur remettez ce que vous voulez dans le mail. Alors, j'avais préparé une enveloppe pour Prigogine. Il était parti, il m'a dit, même ça, les gens, je suis très poli, hein, pas du tout prétentieux, arrogant, quoi que ce soit. Hein. C'est pas qu'on va prendre en Poutine, hein, très modeste. Je dis, mais vous venez pas, je voulais l'inviter à déjeuner parce qu'il y avait aussi Stephanie, qui a étudié l'enzymologie des abeilles, c'est très intéressant, et Berry, qui est connu pour ces trucs-là. Je l'avais invité à déjeuner, je voulais qu'il vienne. Lipscomb ne pouvait pas. Bon, alors il m'a dit, I'm sorry John, but I have to go. Alors je lui ai dit, c'est son ah oui, ça, bon bref. Il m'a dit, can you tell me, pouvez-vous me dire comment aller à l'Élysée? J'ai dit, écoutez, je vous l'appelle un taxi. Non, je vais y aller à pied, il faut beau. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben c'est le président Mitterrand qui nous a invités à déjeuner. Parce que le président Mitterrand invitait des prix Nobel. Pas des éboueurs, pas des chanteurs pop, ou pas je ne sais pas quoi. Moi, je n'aimais pas. Des rappeurs. C'était pas ma tasse de thé, Mitterrand. Mais il faut reconnaître qu'il avait quand même une certaine place. Alors, Lipscomb, donc, était invité à déjeuner avec sa femme, d'ailleurs, qui était là, à l'Élysée, avec monsieur et madame Mitterrand. Et très casuellement, il m'a dit,
Oui, non, j'ai le temps. Il faisait beau, il y a du soleil, alors je lui ai indiqué comment aller à l'Élysée. Voilà, en gros. Voilà. La deuxième fois, je l'ai rencontré en deux occasions, parce que j'étais un ami de professeur Dodel. Mais l'occasion la plus spectaculaire, je dirais, c'était à Bruxelles. Il y avait une réunion de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, présidée par Raymond Dodel. Alors là, il y avait des ministres, des ambassadeurs, et il y avait la reine Fabiola, qui était là, n'est-ce pas, devant la scène. Alors il y avait le professeur Dodel, le président de l'Académie européenne, il y avait Madame Nicole Le Maire d'Agaggio, qui était la secrétaire générale d'État de santé, et la reine Fabiola, avec son, je ne sais plus comment on appelle ça, il y avait son garde du corps ou son attaché militaire, je ne sais pas quoi. Bien, bref. Alors, Prigogine était assis, dans la salle était pleine, Prigogine était assis à deux rangs, devant à droite. Il était là, modeste comme tout le monde, avec la foule. Alors que c'était une sommité en Belgique sur le plan scientifique. À l'issue de la séance inaugurale, alors c'est là qu'on a joué un morceau de Maria, les impressions des voyageurs d'espace, au chant de Maria. Alors à l'issue de la séance inaugurale, évidemment, la reine Fabiola n'était pas là, uniquement la séance inaugurale. C'est comme De Bruyne qui venait à la séance inaugurale. Alors elle descend de l'estrade, puis elle sort accompagnée de son chambellan, je ne sais pas quoi. Comment on appelle ça? Le type qui accompagne Lucie, enfin bon bref. Elle est là, alors bon, tout le monde regarde la reine qui est dans l'allée. Et puis à un moment donné, elle rompt le protocole en regardant dans la foule, en se penchant vers Prigogine, en rentrant pratiquement dans les rangs, pour lui serrer la main, donc le grand honneur. La reine Fabiola, qui déroge au protocole pour aller dans l'allée et serrer la main d'Ilya Prigogine. Et c'était quand même un type très simple. Et qu'est-ce qui expliquait ça? Comment? Qu'est-ce qui expliquait l'attirance de Fabiola pour... Non, mais c'est pas une attirance, c'est que Prigogine, c'était, je dis, c'est un scientifique d'origine russe. C'est peut-être le seul grand prix Nobel scientifique que les Belges ont, il est d'origine étrangère. Et alors, il a été Elle a voulu honorer le public. Voilà, je crois même que... La reconnaissance du travail, de la connaissance. Je sais pas, elle a voulu l'honorer, voilà, tout simplement. Voilà, donc, alors, c'est toujours la dernière fois que je l'ai vu, il était, je veux dire, assez malade. Il était très simple. Une fois dans l'un des articles, il dit I would like to thank Professor Je voudrais remercier le professeur Maruini pour m'avoir invité à écrire un article pour son ouvrage. Comme si c'était un. Alors, qu'est-ce que je souhaitais, moi? Rien du tout. Un titre très simple. C'est pas comme certains hableurs dont on se demande d'où ils sortent et qui se permettent n'importe quoi. Bien. Voilà, Prigogine. Alors, je ne vais pas parler de tout le monde. Il y en a eu d'autres. Perolov Lobdin, j'en ai parlé. McConnell, bon, je ne vais pas en parler. McQueenie, je ne vais pas en parler. Ernest Skofely, c'est un type intéressant parce que c'est quelqu'un qui étudie. C'est un Belge, lui aussi. Il a pas eu le Nobel, c'est un type très connu. Il étudiait l'enzymologie des abeilles. Et ma fille Annabelle, et ma fille Nathalie, enfin mes deux filles, qui à l'époque militaient pour la cause animale. Elles étaient avec les défilés anti-fourrure, tu sais, avec des trucs de peinture pour jeter de la peinture sur les femmes qui portaient des fourrures, pour peindre des trucs dans les magasins de fourrure. Enfin bref, c'était des gamines. Bon, elles avaient 14-15 ans. Alors on l'a invité une fois à se confiner à la maison, on discutait, etc. Puis elle lui a dit, mais vous faites souffrir les abeilles alors? C'est une gamine, elle avait 14 ans. Alors je lui ai dit, ben écoutez, je fais de la recherche, tout ça. Il me dit, mais c'est pas bien ça. Bon. Alors, figure-toi, quelques années après, on a appris que Skofely est mort d'un choc anaphylactique, dû à une piqûre d'abeille. Alors elle m'a dit, alors Maria, ça c'est la théorie de Maria, hein, les abeilles ont des ouvrières, ils ont une reine, des ouvrières, des guerriers, etc. Ils ont aussi des abeilles commando pour tuer celles qui les font souffrir. Donc ils ont envoyé une abeille commando pour liquider ce tortionnaire, ce SS de Skofely. Voilà pour Skofely. Bien. À force de manipuler les... Oui, enfin, je veux dire, quand on manipule les erreurs, on doit faire attention. Alors, Eugène Wigner, c'est un type très intéressant. Et là, je vais le mieux que je... Ah ben tiens, voilà. Non. Ah ben voilà les photos que je voulais vous montrer. Je sais pas, C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi vous n'avez pas ramené de photos. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir à quoi ressemblent ces trois hommes. alors, je vous les montrerai tout à l'heure. Alors, Poppel, tiens, Poppel. Alors ça, c'est un congrès à Menton. Non, à Menton, c'est ça. Et vous savez que le professeur Dahl aimait bien les fastes. Là, c'est le banquet au Sporting Club d'été de Monaco. Le congrès est à Menton,
banquet au Sporting Club d'été de Monaco, où nous étions les autres, s'il vous plaît, du prince Régnier et de la reine. C'était Dodel qui avait arrangé ça. Voilà. Alors ça, c'est bon. Alors, vous connaîtrez peut-être certaines figures. Vous connaîtrez peut-être certaines figures. Alors, certaines figures. Alors, vous reconnaîtrez, attends, je vais vous dire quand même une chose. Alors, au fond à gauche, entre deux personnes à lunettes, il y a une très jolie femme. C'est Maria. Qui est Maria lorsqu'elle était plus jeune. Et en face d'elle, il y a Daliban Barbu avec des lunettes, c'est moi. J'étais plus jeune. Et Popel, alors Madame Pullman. Alors le professeur, alors voilà, bon. Ah, très important. Alors, le professeur, alors, en partant de la gauche, il y a un monsieur à lunettes, c'est le professeur Tschulike. Qui est Tschulike? C'est un Allemand, de l'Est, il était là. Est-ce que vous savez qui est Tschulike? Eh bien, Tschulike, c'est le patron de thèse d'Angela Merkel. Parce qu'Angela Merkel est docteur, ingénieur en chimie. Comme d'ailleurs Madame Thatcher. C'est pour ça que moi je pense qu'un pays a intérêt de temps en temps à se faire diriger par des gens qui ont une formation scientifique. Pas de temps en temps. Oui, pas de temps. Il ne faut pas oublier que Lénine, bon, on peut en dire du mal, mais il a été capable quand même de faire une révolution, il était lui aussi ingénieur. Alors Madame Thatcher était ingénieur chimiste. Angela Merkel avait la double casquette, elle était ingénieure chimiste, et son patron de thèse était celui qui est là, là avec les lunettes. Voilà. Mais elle a aussi, c'est aussi la femme d'un pasteur, donc elle a aussi la graine spirituelle. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. C'est la combinaison de l'héritage spirituel de son père pasteur et de sa formation d'ingénieur chimiste. Voilà. Alors ensuite, il y a le professeur Dodel. Ensuite, il y a Madame Pullman, qui était l'amour de jeunesse du professeur Dodel. Ensuite, il y a John Popel. C'est le monsieur qui a eu le prix Nobel pour des programmes et qui a été allumé par Caroline Lobzin à Montréal. Ensuite, il y a ma femme. Ensuite, il y a Chalvet. Ouais, il y a d'autres personnes. Donc, ben voilà, j'ai des photos. Ah oui, alors, j'ai eu également affaire dans ma carrière à une certaine Anne Lauvergeon. Anne Lauvergeon, qui la connaît? C'était mon premier congrès sur les molécules non rigides à l'école normale supérieure de jeunes filles de Fontenay-aux-Roses. J'étais allé voir Madame Josiane Serre, dont le mari était professeur de mathématiques au Collège. C'est des gens qui sont connus. Hein. Son mari était mathématicien, elle était quantochimiste. On a organisé ce congrès. Alors il fallait mettre des jeunes pour l'organisation internationale. Voilà. Alors moi j'avais mis un de mes stagiaires, Alejandro Torolabé, qui est maintenant doyen de la faculté des sciences de l'université catholique du Chili à Santiago, et Anne Lauvergeon qui est derrière là, avec des cheveux noirs, tout derrière avec des cheveux noirs, qui est devenu, comme vous le savez, Sherpa de Mitterrand, après Jacques Attali. Et puis elle est devenue, je crois, présidente de la, comment on appelle ça, la société électronique nucléaire. Donc voilà quelques photos souvenirs. C'est la présidente De quoi deux? Arriva. Arriva. Alors attends, je vais avancer quand même, parce que Wigner c'est intéressant. Pour Wigner, je vais quand même vous lire, ça ira plus vite. Alors Wigner, je l'ai rencontré lui aussi à l'un de ses congrès, ICUS, organisé par l'Association du Saint-Esprit pour l'unification mondiale, plutôt l'une de ses branches qui s'appelle la Conférence internationale pour l'unité des sciences. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit, ça ira plus vite. Bien. À une autre occasion, alors je raconte un petit peu mes rencontres avec ça. Non, c'est pas ça. Là, je vais lire, ça ira plus vite. Bien. Alors ici, je termine. Ici se place. Il termine, il a dit qu'il termine. Je termine en 5 minutes. Ici se place un incident amusant. Didier le connaît puisqu'il a lu mon texte. Dans les toilettes de l'hôtel où on était, c'était 5 étoiles, machin, c'était un grand truc organisé par les étudiants. Dans les toilettes de l'hôtel, je rencontrais un petit bonhomme qui lui aussi soulageait sa vessie, petit bonhomme. Il se pencha pour lire mon badge, on a toujours des badges. Et il s'exclama, ah, you're from France. Bon. Alors moi aussi je me penchais parce que je ne vois pas très bien.
à mon tour vers son bas, j'ai lu à ma stupéfaction Eugène Wigner. À savoir, pour un physicien comme moi, c'était comme pour un catholique pratiquant rencontrer le Saint-Père en personne. Il faut savoir que Wigner est non seulement l'un des fondateurs de la physique mathématique moderne, avec Henri Poincaré, Hilbert et quelques autres, mais aussi ce savant juif hongrois qui, puis le nazisme, puis le communisme, est convaincu Albert Einstein de remettre au président Roosevelt la fameuse requête à l'origine du programme nucléaire américain, le Manhattan Project, à la source de la puissance militaire et de ce fait diplomatique, politique, économique et financière des États-Unis après la guerre. J'ai failli m'exclamer, c'était surpris. Are you really, Professor Wigner? I thought you were dead. Je failli dire, je pensais que vous étiez mort. Enfin, je me suis retenu à temps. Pour moi, c'était un extraterrestre. Wigner, c'est en train de pisser côte à côte avec moi. Bon, Tu t'es pas évanoui? non. Alors, Wigner, il y a quand même autre chose à propos de Wigner. C'est par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain Joël Sternheimer, le frère de notre Sternheimer, qui lui est très sérieux, directeur de recherche dans je ne sais pas quoi, mais qui, alors, il a fait sa thèse avec Lichner-Rovitch au Collège de France, et puis il a été envoyé pour un postdoc aux États-Unis, chez Jean Wigner. Donc, Joël Sternheimer va, il a eu sa thèse en physique nucléaire ou je ne sais pas quoi, il va faire son postdoc comme tout le monde. Moi, je suis allé au Canada, je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Wigner. Mais comme c'était un gauchiste, bobo, etc., à l'époque c'était comme ça, contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam, enfin il n'y avait pas de LGBTQRST à l'époque. Quand il a appris que Jean Wigner finançait son postdoc avec des fonds de l'armée américaine, là il a pété les plombs. Il allait voir, il a dit I don't want to be, je ne veux pas être financé par des fonds militaires. Alors écoutez, c'est l'argent, c'est comme ça que j'ai fait Volvo, etc. Parce que Jean Wigner a beaucoup d'argent, il a contribué quand même à la bombe A et la bombe H. Et alors, finalement, il a regardé Sternheimer qui avait des cheveux longs, tous les hippies bobos. Alors il lui a dit, bah, écoutez, franchement, si ça ne vous plaît pas, eh bien, il faut rentrer chez vous. Et puis quand vous avez des cheveux longs, peut-être vous pourrez vous lancer dans la musique de rue. Et le petit Sternheimer l'a pris au mot. En rentrant à Paris, bon, je veux dire, il n'avait pas encore de poste stable. Il est rentré en catastrophe, donc et puis, il s'est mis à devenir chanteur pop très connu sous le nom d'Aristide. Tu sais, il y avait à un moment donné un ancien centralien qui est devenu chanteur. Alors, il y avait un ancien centralien devenu chanteur, Antoine, mais lui qui n'était pas centralien, qui avait fait sa thèse avec Lichner-Rovitch et son postdoc avec Wigner, et c'est devenu champion d'Aristide. Il a composé des chansons, il a fait beaucoup d'argent. Il a fait beaucoup d'argent. Il a fait des millions. À l'époque d'Antoine. À l'époque d'Antoine, à peu près, voilà. Mais lui, c'était pas Antoine, c'était Aristide. Alors, il a vendu des centaines de milliers de disques sur lesquels il touchait, je ne sais plus combien, 10%. Avec l'argent, il s'est acheté un bel appartement rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, que j'ai visité. Il a épousé une japonaise, et puis il a fait des placements, il vit avec ça. Il se qualifie comme chercheur indépendant. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est l'un de ceux qui, à la suite de Sidney Leach, a lancé l'opération de corrélation entre musique et sciences en général, mais surtout, il a mis en musique la distribution des masses des particules élémentaires, qu'elles soient simples ou complexes, et par la suite la distribution des masses des acides aminés et des nucléotides dans la biologie. Je m'en suis d'ailleurs inspiré dans cet article. Vous voyez que ça c'est à l'aide de Maria, bien sûr. Vous voyez une partition musicale ici, qui reproduit une partition musicale. Alors j'ai mis en musique, tiens, j'ai mis en musique, Maria, bon, j'ai mis en musique, enfin c'est Maria qui m'a aidé, l'ARN d'un virus, l'ARN d'un satellite du virus de la mosaïque du temps. Alors, je me suis inspiré dans beaucoup d'autres de Steinheimer. Il y a eu des Japonais qui ont écrit des bouquins. Donc ce Steinheimer, quand j'ai parlé de Wigner, ça m'a fait penser à Steinheimer. Alors il y en a un autre que j'ai rencontré à une de ces réunions bouddhistes, c'est Daniel Shechtman. Alors lui, il présidait une sorte de commission sur les symétries dans la nature, hein, dans l'art, etc.
Et ce Daniel Shechtman, c'est un Israélien qui est allé faire une année sabbatique aux États-Unis et il a découvert par hasard que certains diagrammes de diffraction des cristaux ne correspondaient pas à des cristaux connus. Vous savez que tous les cristaux, d'après la théorie des cristaux, se classent dans sept groupes de symétrie. Il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est les mathématiques. C'est impossible. Et lui, il a démontré qu'il y avait des cristaux qui ne rentraient pas dans cette catégorie. Je crois qu'il était à Harvard. Alors on lui a dit, écoutez, ne publiez pas ça sous notre nom comme laboratoire. Hein. Ici, on est des gens sérieux. Voilà. Bon, enfin, il a terminé son année sabbatique, il est rentré en Israël au Technion. Alors, il a voulu publier, puis bon, on ne pouvait pas l'empêcher. Bon, et finalement, il a publié. Une équipe de Grenoble, que je connais, a refait les manifs. Elle a retrouvé exactement la même chose. Et c'est un Français, qu'on connaît d'ailleurs, c'est un ami de Francis Sanchez, dont j'ai oublié le nom, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est quelqu'un qui habitait à Périmètre, bref. Voilà. Qui, avec une certaine Daniel Besser, enfin, ils sont trois, a montré qu'en réalité, ces cristaux, que Daniel Shechtman a appelés quasi-cristaux, étaient en fait de vrais cristaux dans un espace à 5 ou 6 dimensions, et que ce qu'on voyait, c'était la projection dans notre espace à 4 à 3 dimensions de ces structures cristallines étendues dans un espace à 5 ou 6 dimensions. Est-ce que c'est un rapport avec les cristaux temporels? En gros, des espaces à plusieurs dimensions ont plus de latitude à avoir plus de groupes de symétrie cristalline que de notre espace à 3 dimensions, il n'y en a que 7. C'est mathématique. Or, on peut considérer que ces diagrammes de diffraction peuvent s'interpréter en disant que ce qu'on a observé, c'était une sorte de projection sur 3D de quelque chose qui est cristallin sur 5 ou 6D. Il y a eu un congrès à, comment dirais-je, à Orsay sur les quadricrits, une centaine de gens évidemment, et il a eu le prix Nobel. Alors du coup, le brave Daniel Shechtman, qui était un petit peu snobé par ses collègues du Technion, maintenant tout le monde devait l'inviter à la cafétéria, etc. Alors c'est encore quelqu'un que les mounistes ne connaissaient pas. Ils avaient invité, il avait même le flair pour découvrir. Il a eu le prix Nobel bien noté. Alors Yves Chauvin, j'en ai parlé, Rudolf Marcus, etc. Albert Fert, alors je connais. Vous savez qui est Albert Fert? Albert Fert. Bon. Il a fait l'ENS avec Kessler comme patron. Il a fait Grenoble avec Néel. Il a été sous la coupe de 2 prix Nobel. Hein. Comment tu écris son nom? FERT. Albert Fert, FERT. Il a fait l'école normale supérieure avec Kessler. Je crois qu'il a fait sa thèse d'ailleurs avec lui. Puis il a fait son postdoc à Grenoble avec Néel, prix Nobel. Eh bien, c'est lui, il est professeur émérite, qui a découvert ce qu'on appelle la magnétorésistance géante. Vous savez ce que c'est que la magnétorésistance géante? Eh bien, la magnétorésistance géante, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des petits disques durs, des petites chips, tiens, confortable, des trucs magnétiques microscopiques où on peut mettre une infinité d'informations. La magnétorésistance géante, c'est ce qui permet de miniaturiser les disques durs d'ordinateur et également d'avoir des clés USB et des chips avec très peu de matière. Pourquoi on appelle ça géant? Parce que ça s'appelle comme ça. C'est géant, on peut y mettre ton information peut-être. Non, c'est le nom officiel, je ne sais pas pourquoi. C'est pas ma spécialité. Voilà. Donc Albert Fert, qui a été également dans mon comité d'honneur d'un des congrès, était très très simple. Souvent les prix Nobel sont des gens très simples. Hein. Voilà. Bon, enfin, je vais peut-être arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais enfin, j'en ai assez dit. En tout cas, j'ai cité. Ah oui, Abraham, c'est quelqu'un qui était. Alors, Abraham, c'est une figure. Il était professeur au collège de France. Il a toujours rêvé d'avoir le prix Nobel. Alors, il a écrit 2 bouquins. Ils sont des sommes, des bibles dans la matière. L'un, c'est les principes du magnétisme nucléaire. L'autre, c'est la spectroscopie des métaux de transition, avec un autre. Bon, il a toujours. C'est un type qui a une très grande culture. Il est d'origine, c'est un juif russe d'origine. Il a une très grande culture française, anglaise et russe.
il parle en français, en anglais, en russe impeccable, une très grande culture. Et puis il y a beaucoup d'humour. Mais il a été mauvais conseiller dans l'affaire de la zygomatographie. La première fois qu'on a parlé de la zygomatographie, c'était un congrès à Nottingham en 1972. C'est quelqu'un, professeur anglais, qui a présenté au cours d'une petite communication sur la résonance magnétique d'un grain de blé, je crois, dans un champ magnétique inhomogène. Ce qu'on appelle la résonance magnétique habituelle, c'est dans des champs, c'est le, comment dirais les interactions magnétiques dans des champs homogènes. Là, c'était des temps de relaxation dans des champs inhomogènes. Et il a montré qu'on pouvait dresser une carte du grain de blé, un peu comme les radios. Alors évidemment, Abraham était là, il a fait il a sorti, il était au premier rang, il a sorti, il a dit, mais vous croyez que c'est intéressant, c'est un grain de blé, si vous pouvez mettre au moins une souris. Vous allez dans un hôpital, c'est ce qu'on appelle le scanner IRM. Hein, voilà. Vous allez n'importe où maintenant, voilà. Alors la France, bon, c'est les Anglais qui étaient en point, c'est vrai. Mais la Compagnie Générale d'Électricité, bon, évidemment, ils ont sauté là-dessus. Et ils ont demandé des crédits. Je ne sais pas qui était le président à l'époque, le ministre, je ne sais pas quoi. Et finalement, on a demandé à des experts, et Anatole Abraham était l'expert en France, connu mondialement. Alors une fois j'étais à Stanford, il donnait parce qu'il avait également inventé le pseudo-magnétisme, beaucoup de choses il avait trouvé à Abraham. Et alors une fois il donnait une conférence sur le pseudo-magnétisme, etc. J'avais vu l'affiche. Alors je suis allé, puis j'ai vu dans les ascenseurs, demain, le pseudo, alors il y avait le professeur Abraham, alors évidemment des étudiants malins, malicieux, avaient ajouté pseudo partout. Le pseudo-professeur Anatole Abraham donnera une pseudo-conférence sur le pseudo-magnétisme dans la pseudo-salle de conférence, etc. Voilà, bon, c'était une blague, disons. Alors Anatole Abraham, malheureusement, a été mal inspiré parce qu'il a donné un avis défavorable. Et finalement, c'est les Américains actuellement qui ont lancé ça. Ils ne sont pas les seuls. Hein. C'est incroyable ça. Là, c'est encore. Non, mais il faut dire que là, c'est pas nous qui avions découvert ça, c'était les Anglais. Bon. Par contre, le laser, c'est Lars Kastler. Et là, comme d'habitude, enfin écoute, la piézoélectricité, c'est Curie. Or, la piézoélectricité est à la base de tous les microprocesseurs, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des télés, des machines à laver. Hein? C'est l'horloge des microprocesseurs, c'est ça la piézoélectricité. Et ça a été mis au point ailleurs, alors que ça a été découvert en France. Les cristaux liquides, c'est de Gênes, c'est en France. Les écrans à cristaux liquides, qui sont partout maintenant, c'est les Japonais, c'est les Coréens. C'est incroyable le nombre de découvertes qui ont été faites en France et qui n'ont pas été appliquées en France. Alors par contre, là, c'est un peu l'inverse. Là, c'est une découverte qui a été faite en Angleterre et qui a été, je veux dire, exploitée aux États-Unis et ailleurs. Mais en France, on aurait pu. En France, pour une fois, on aurait pu. Là, parce que la CGE était partante. Ils demandaient des crédits. Il fallait quand même pas mal. Bon, on leur a refusé les crédits sur avis défavorable du pseudo-professeur au pseudo-collège. Alors pourquoi j'en parle? Parce que lui aussi, une fois, je le rencontre. Il habite dans la tour en verre et en métal de Paul Barbon. Il habitait, il est décédé maintenant. Et il allait de temps en temps à l'Académie des Sciences en bus. Alors une fois, je l'ai rencontré dans le 27 dans le bus. Il était là, professeur Abraham, comment ça va, etc. Il était, je sais pas si elle était très jolie fille, alors une jeunette. Je sais pas si elle avait 18 ans, russe, avec un petit accent charmant, Alors, je dis, vous êtes son assistant? Ah non, je suis son épouse. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, je vais quand même l'inviter. Je voulais l'inviter à prendre un couscous finlandais que Maria a préparé à la maison. Parce que Maria a fait une couscous finlandais. Et finalement, je n'ai pas eu l'occasion. Ça aurait été l'occasion de. Alors, il y a autre chose à Brian. Une fois, on l'avait invité un Finlandais, Pekka Pukka, spécialiste de chimie quantique relativiste. On l'avait invité, etc., Maria aussi, etc. Il était allé voir Abraham. C'était un type très connu en Finlande, Pekka Pukka. C'est lui qui a montré, par exemple, que la différence de couleur entre l'or et l'argent, l'argent est blanc, l'or est jaune. Alors qu'ils ont la même structure électronique, à un niveau différent. C'est un effet relativiste. Pourquoi est-ce que le mercure est liquide alors que le cadmium de la même famille est mou et le cuivre est dur? C'est un effet relativiste.
C'est des affaires relatives. C'est quand même quelqu'un. Donc, une fois, il est allé prendre un voyage à Braga. Il est arrivé à son secrétariat. Il a dit, ah, écoutez, le professeur Abraham est occupé en ce moment, veuillez l'attendre. Alors, la porte était entrouverte. Il jette un coup d'œil, il voit Dragan, les pieds sur la table, en train de lire le journal. Voilà. Enfin, voilà quelques petites anecdotes croustillantes. En tout cas, merci Jean pour cette. C'était vraiment intéressant.